Bienvenue à Radio Taboulé, le podcast de Markaz, pour découvrir les actrices et acteurs de la vie culturelle et de l'actualité du monde arabe. Nous parlerons d'art, musique, film, littérature, cinéma, culture et liberté d'expression. Pour ce troisième podcast, je vous emmène à la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée pour sa 2e édition. Un projet collectif initié par le Théâtre des 13 Vents à Montpellier, proposant une large programmation de spectacles, d'ateliers et de rencontres d'artistes du bassin méditerranéen. L'opportunité de rencontrer 2 femmes engagées pour une Méditerranée ouverte où l'art et les idées circulent. L'une est chercheuse et actrice de la société civile en Méditerranée, Giovanna Tanzarella, qui est intervenue dans le cadre d'une conférence sur le thème de l'art et la culture en Méditerranée, des liens solides entre 2 rives. L'autre est réalisatrice de films et de documentaires, Simone Bitton, invitée pour une projection débat de son documentaire de 91 intitulé Conversation Nord-Sud entre Serge Danet et Elias Samba, dont le thème résonne fortement avec l'actualité. Bonne écoute! Giovanna Tanzarella est historienne et chercheuse. Elle est également vice-présidente du réseau Euromed France et membre du bureau de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Dans ses recherches, elle identifie et analyse les enjeux et les circulations des échanges artistiques et culturels en Méditerranée. Giovanna Tanzarella, j'ai le plaisir de vous accueillir à Montpellier. Vous êtes là dans le cadre de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée. Vous avez pu donner une conférence hier sur le thème de la Méditerranée, de l'art et de la culture entre ces 2 rives. La salle était comble. C'était un plaisir de pouvoir un peu discuter avec vous. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous laisser vous présenter un petit peu et peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a amené à cet intérêt pour cette région du monde. Alors, d'une part, il faut savoir que je suis parisienne depuis 40 ans et plus, mais je suis née au bord de la mer Méditerranée, puisque je suis née dans les Pouilles, au sud de l'Italie, et donc j'ai une sorte d'imprégnation méditerranéenne qui, d'une certaine manière, était un peu aussi entre les rives, parce que on voyageait. À l'époque, on était pas à l'époque de ma naissance, mais un peu après, il y avait les questions des Balkans. Et les Balkans, c'est aussi un lieu inconnu par la plupart du monde, parce qu'on considère beaucoup les 2 rives au sens nord et sud, mais en vivant dans les Pouilles, en face, on a les Balkans. Et c'est très intéressant ce qui s'y passe et ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu aussi des situations extrêmement difficiles. Mais pour revenir à moi, donc je suis un peu imprégnée de Méditerranée depuis ma naissance, si vous voulez. Et puis, ayant fait des études d'histoire et de sciences politiques, d'abord à Florence et puis à Paris, j'ai pu approfondir un peu le travail sur la connaissance de la Méditerranée selon les différentes facettes de ce sujet, parce qu'il est très, très vaste, évidemment. Et aujourd'hui, donc, j'ai un double engagement. Un engagement plus académique, disons, à l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, où on est dans le mandat de cet institut, c'est de approfondir et affiner la connaissance des pays, des enjeux et de la zone, y compris dans les relations en dehors de la zone. Et c'est donc un travail de recherche, d'approfondissement, mais aussi de débat public pour essayer de corriger les images qu'on a dans le grand public. Je ne sais pas si ça a du sens parler de grand public, mais enfin, disons, c'est un outil aussi pour faire tomber des préjugés, des stéréotypes, etc. Et donc, on travaille beaucoup à l'IREMO pour ça. Mais l'autre engagement fort que j'ai est plus dans l'action et plus politique d'une certaine manière. C'est-à-dire, j'ai contribué à la création du réseau Euromed France dans les années 90-95. Et là, c'est un autre type d'engagement, parce que c'est un engagement auprès des sociétés civiles des autres pays de la rive
Sud. Et comme je disais hier, aujourd'hui, les organisations non gouvernementales, où qu'elles soient, sont un peu marginalisées, et pour ne pas dire réprimées. Dans certains pays, carrément, on ferme les locaux, etc. Donc c'est une vraie répression. Mais c'est un engagement extrêmement important parce que c'est un acteur qui n'est pas un acteur étatique, donc par définition. Et donc c'est accompagnement des sociétés civiles et la mise en relation des sociétés civiles des différents pays, histoire de partager les enjeux communs, les problèmes et les solutions. Donc ces deux aspects de mon engagement en Méditerranée sont ces deux-là, un truc plus académique entre guillemets, et un plus d'engagement, disons pas politique, parce que c'est pas franchement au sens politique, mais évidemment on rencontre tout de suite en Méditerranée les questions politiques, mais là pour ce qui est du REF, c'est vraiment un acteur de la mise en relation des sociétés civiles de l'ensemble de la zone. Aussi donc une attirance pour la culture, qui est aussi un levier pour la coopération dans la région. C'est même la chose qui précède tout le reste. L'art et la culture en Méditerranée, c'est des modes de vie en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que l'artiste qui crée dans son coin. C'est quelque chose qui est toujours ancré dans les réalités sociales de chaque pays. Donc, quand on va sur la rive sud, dans ces pays, l'art et la culture sont des éléments fondamentaux parce que derrière l'activité artistique, il y a tout un tas d'enjeux démocratiques. Et comme on sait, les pays du Sud ne sont pas... Une liberté d'expression. La liberté d'expression, l'acceptation des genres minoritaires, et même la relation homme-femme. Tout ça, c'est un ensemble qui est à la fois social, qui finit par être politique, mais qui est culturel, au sens anthropologique de la chose. Et c'est donc très important de donner visibilité aux acteurs du secteur culturel et artistique. C'est fondamental, d'autant plus qu'il est extrêmement actif. C'est même un facteur majeur de la démocratisation de ces pays, l'art et la culture. Donc c'est vraiment... Ils sont pas là pour ça, les artistes. Ils sont pas pour promouvoir la démocratie. C'est pas leur affaire, ça. Mais de facto... ce sont comme des médicaments pour une maladie. Donc il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient partagés, parce que ça permet de faire évoluer, y compris sur des plans plus politiques, plus sociaux, etc. Donc voilà un peu mon engagement, qui est très ancien, parce que moi j'ai pendant une trentaine d'années dirigé une fondation française sur la Méditerranée et sur la culture en Méditerranée, qui s'appelait la Fondation CEDU pour le monde méditerranéen. Et donc c'est de là que vient aussi ma professionnalisation sur ces questions. Et puis quand la fondation a été fermée, et j'étais déjà avant assez engagée avec l'IREMO et le REF, mais ça continue, c'est en fait toute ma vie qui est un peu dans l'engagement méditerranéen. Sachant que c'est pas du tout un engagement livresque ou simplement abstrait ou intellectuel, mais je voyage énormément dans ces pays depuis très très longtemps, et donc c'est tissé au fur et à mesure du temps un réseau d'amitié, d'affinité, de complicité avec des artistes du Sud, avec des militants associatifs, etc. Donc voilà, ça c'est un peu mon profil. Hier, vous mentionniez dans la conférence donc un des obstacles que rencontrent aujourd'hui de plus en plus les artistes de la rive sud via cette mobilité. Je vous cite, il n'y a pas de Méditerranée sans de la mobilité. Ben ça c'est tout particulièrement en Méditerranée. Ça, c'est une histoire qui remonte à l'Antiquité, parce que c'est quand même une géographie très particulière, la Méditerranée, parce que c'est une mer qui n'est pas une mer calme, hein, c'est une mer agitée, mais c'est une mer
qui est à échelle humaine, dans le sens qu'on peut le traverser. C'est pas l'océan, c'est pas, voilà. Donc c'est une mer qui, par sa morphologie, permet et incite à aller ailleurs, à aller en face, à revenir, à repartir. Et c'est vrai des activités économiques, la pêche, tout ça, depuis l'Antiquité. Même si les bateaux n'étaient pas le bateau d'aujourd'hui, bien entendu, mais c'est cette morphologie de la Méditerranée qui a créé aussi, par sa particularité de mer relativement fermée, enfin on peut même l'appeler mer fermée parce que ça communique avec les océans vraiment par le détroit de Gibraltar, simplement. Mais du coup, tous les peuples qui sont autour de la Méditerranée sont tentés de traverser la mer, d'aller voir ailleurs, de se déplacer, etc. Et ça, c'est donc l'ADN de la Méditerranée, c'est de bouger, c'est d'aller voir ailleurs. Et la surprise de trouver des choses, des êtres humains, des sociétés, des cultures qui sont à la fois propres, différentes d'un pays à l'autre, et en même temps très profondément semblables. Du mode, dans la manière de vivre, même s'il y a des différences évidemment, parce que même à l'intérieur d'un même pays, entre le nord et le sud, souvent il y a des différences, mais là en Méditerranée, c'est cette particularité, cette spécificité, c'est d'inciter à la mobilité et de découvrir les proximités, les affinités, voilà. Et du coup, aujourd'hui, ça risque de mettre en discussion, c'est le cas un peu d'ores et déjà, cette mobilité, cette circulation, qui est vraiment dans l'ADN de la Méditerranée depuis toujours. Ce qui fait que dans les temps de l'Antiquité, les Romains écrivaient sur la mer, écrivaient sur les voyages qu'ils faisaient, etc. Même s'ils avaient une logique un peu coloniale, les Romains, mais c'est un exemple, il y en a d'autres, hein. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, c'est une vraie bataille fondamentale pour que cette zone très spéciale et très riche en matière de culture, d'histoire, d'art, etc., c'est une zone qui est maintenant en danger d'une certaine manière, à cause de la difficulté de passer d'une rive à l'autre. Et ça, c'est un problème politique majeur, mais c'est aussi quelque chose qui impacte terriblement le secteur artistique et culturel, parce que ça, c'est depuis toujours, quand on connaît la Méditerranée et qu'on la parcourt comme ça, qu'on la fréquente, eh ben, on finit par être bien partout. On se sent chez soi partout, en fait, en Méditerranée. Évidemment, ça, c'est le versant positif de la chose. Une mer qui unit, une mer qui met ensemble, etc. Mais c'est aussi une mer qui a des problèmes pareils aussi, pas exactement les mêmes selon les niveaux de développement, par exemple, qui sont très, très disparates. Mais il y a aussi des crises comme celle que j'ai un peu rapidement conscient de la situation, parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Palestine, c'est un peu particulier, mais c'est pas, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre. La guerre a commencé il y a 60 ans. Et du coup, la question s'est posée déjà il y a très très longtemps. Donc là, on est dans un épisode d'une histoire très très longue et très tragique. Du coup, voilà. Et donc, je pense que l'art et la culture ont un rôle absolument décisif, y compris dans cette histoire, dans cette histoire de conflictualité, de rivalité. L'art connecte, et c'est pas que l'art, les artistes entre eux, c'est les sociétés entre elles, quand il y a des expressions artistiques qui se voient dans les villes. Moi, j'ai un peu valorisé la dimension ville parce que la Méditerranée est aussi une région de villes, et villes et villages, je veux dire, une sorte d'urbanité dans laquelle la culture et l'art sont fondamentales. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce que essayent de reproduire et faire renaître certains festivals, comme Dream City, par exemple, que vous connaissez évidemment, et qui se déroule dans la Médina de Tunis, et qui est vraiment l'exemple même
de comment on peut même protéger un bien architectural, un bien urbain, etc., comme la Médina, grâce à la présence des artistes qui envahissent des lieux atypiques par rapport au théâtre classique. Et c'est vraiment typiquement un exemple formidable pour voir à quel point l'art et la culture arrivent à créer des liens. Et également, oui, c'est vrai que sur cette dernière sélection du festival Dream City, il y avait beaucoup d'invités internationaux qui étaient là, et donc aussi de revaloriser cet échange nord-sud, que les artistes d'Europe puissent aussi venir sur la rive sud. Absolument, oui, c'est un peu la vocation de Dream City, de faire se rencontrer à la fois des gens qui viennent du nord et du sud et d'ailleurs, et en même temps des formes artistiques différentes, des manières de s'exprimer différentes, etc. Donc, oui, non, c'est précieux. Dream City, c'est vraiment précieux. Je peux pas dire que je suis arabophone, non, mais j'ai étudié l'arabe et j'ai une familiarité, mais plus du langage quotidien que al-Bahr, qui veut dire la mer, al-Bahr, al-Abyad, blanche, al-Mutawassit. Vous pouvez nous parler un peu de ce réseau, donc Euromède France. Le réseau Euromède France est né à une époque où l'Europe tout entière avait décidé de avoir une politique extérieure en direction de la Méditerranée très volontariste, c'est-à-dire très consciente et volontaire. Et à l'intérieur de ça veut dire aussi des budgets dédiés à des actions extérieures, de relations entre l'Europe au sens de l'Union européenne, mais aussi de chacun des pays, avec la Méditerranée en général. Et à cette époque, donc ils avaient créé ce qu'on appelle le partenariat euro-méditerranéen, qui avait été lancé à Barcelone en 95 et qui a quand même lancé l'idée qu'il fallait créer les conditions à la fois sociale, politique et culturelle. Ça, c'était la première fois que le « et » culturel était inclus dans une logique politique européenne. Et du coup, dans ce cadre-là, beaucoup d'organisations dans tous les pays, enfin pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, des rassemblements d'organisations un peu éparpillées, d'associations, se sont mis ensemble pour créer des réseaux et renforcer leur capacité à agir localement dans le pays ou dans la ville, mais aussi dans les relations avec les autres réseaux société civile de toutes les rives, est, ouest, nord et sud. Et dans ce cadre, et ça c'était vraiment visionnaire, et c'était une période bénie de l'échange, parce que la société civile est très très proche du secteur culturel et artistique. C'est une, comment dire, c'est pas comme la coopération académique, par exemple. Ce sont des institutions qui travaillent ensemble, etc. Là, c'est vraiment tout le tissu associatif qui est mobilisé. Et donc, le réseau Euromède France est né à cette époque-là, dans cette circonstance, mais il y a eu aussi un réseau Maroc, un réseau Tunisie, un réseau en Italie. Différents pays, ils ont créé des regroupements spontanés, mais sous la vague de ce partenariat euro-méditerranéen qui n'existe plus aujourd'hui et qui, parce que les institutions se sont un peu dégagées de ça, mais c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. En fin de compte, le REF est issu de cette saison un peu heureuse où les institutions se sont intéressées à la Méditerranée et à la société de tous ces pays. Donc ça, c'était une nouveauté absolue. Et aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Aujourd'hui, l'art et la culture sont le sang qui circule dans le corps des pays. C'est vraiment ce qui permet de vivre aussi, d'une certaine manière. C'est pas que ça, mais il y a quand même cette dimension qui est vitale. Une société, un pays qui n'a pas de vie culturelle et artistique, qui ne soutient pas les artistes, meurt. Pour les acteurs de la société civile,
Est-ce que vous auriez des recommandations, des appels? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut adhérer au REF, évidemment. Il faut adhérer au REF parce que c'est un lieu d'intelligence collective assez remarquable. Et du coup, c'est pas des militants au sens un peu basique du terme. C'est des gens qui voient un peu large. C'est des organisations qui ont vraiment des racines dans différents dans leur travail, parce que le REF est un réseau d'organisations françaises, hein. Et du coup, mais il y a des organisations qui ont leur terrain de travail en Turquie, d'autres au Maghreb, certains en Italie, je ne sais rien, etc. Mais c'est sur des secteurs où c'est de géographies différentes, mais tout ça, ça fait que c'est un réseau qui est basé en France, avec les membres et avec l'organisation du réseau, mais c'est ouvert sur la Méditerranée tous les jours. Enfin, c'est vraiment un travail constant de relation avec le Sud. Et d'ailleurs, le REF, là, est en train de travailler à la mise en place d'un lien constant avec les gens de la rive Sud. Et ça bouge tout le temps et c'est vraiment très qualitatif. Et sa directrice, qui s'appelle Marion Isvi, est vraiment quelqu'un de formidable, vraiment formidable. Et je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez conclure, dire une dernière pensée, une dernière remarque par rapport à... moi, ce que je peux dire, c'est que je trouve que la Biennale des Arts de la Seine Méditerranée est vraiment une opportunité remarquable qui a, à mes yeux, toutes les qualités requises pour que les gens se sentent bien, qu'on discute bien ensemble, qu'on se rencontre et qu'on découvre des créations qu'on connaîtrait pas nécessairement ailleurs. Et je pense que c'est vraiment des moments comme ça qui permettent de consolider les relations, etc. Parce que le fait de se revoir un peu régulièrement, de réfléchir en commun, parce que la spécificité de la Biennale, et c'est les rencontres aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas que des spectacles qui se montrent et qui circulent, ce qui est déjà très très bien. Mais qu'il y a aussi des rencontres professionnelles qui permettent de mettre ensemble... Mise en réseau. Oui, et mettre ensemble aussi les problèmes qu'on rencontre, les pistes d'avenir qu'on imagine, ce qu'il faut corriger dans ce qu'on fait, etc. Donc c'est des moments de discussion extrêmement précieux. Donc il y a à la fois l'expression artistique de la Méditerranée et en même temps des moments de réflexion très libres et très forts à l'occasion de ce festival. Donc moi je dirais bravo. Je vous remercie. Je vous en prie. Simone Bitton est une réalisatrice. Elle nous parle de son parcours, de ses engagements, de sa passion pour le cinéma et de l'indépendance de ses opinions. Elle nous évoque son départ du Maroc, l'exode des Juifs arabes, son arrivée à Jérusalem et son éclairage sur l'actualité palestino-israélienne. Bienvenue Simone Bitton. Aujourd'hui, je vous accueille donc dans le cadre de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée qui a lieu à Montpellier. Samedi dernier, nous avons eu la chance de pouvoir découvrir ou redécouvrir pour certains votre documentaire Conversation Nord-Sud, suivi donc d'un échange et débat, d'une rencontre avec vous. Donc pour nos deux éditeurs, je voulais vous pouvoir échanger avec vous donc sur cet événement et puis également un peu sur votre parcours et vos dernières réalisations, notamment votre film documentaire Ziar. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre parcours, de qui vous êtes? Mais je suis une réalisatrice de films documentaires. Je suis née au Maroc en 1955. Je ne suis plus toute jeune et
et voilà, et j'ai fait beaucoup de films, toujours documentaires, beaucoup pour la télévision, puis pour le cinéma, et la plupart de mes films sont des films qui traitent de sujets au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Il m'a toujours été très important de raconter l'histoire et les cultures des peuples de nos régions de manière à la fois rigoureuse et personnelle. C'est-à-dire, je ne suis pas journaliste, je suis documentariste, je suis cinéaste, je fais des films pour exprimer mes idées et mes opinions. En tout cas, je ne me l'interdis pas, je fais pas semblant d'une fausse neutralité journalistique, mais en même temps, je m'efforce et j'espère être très rigoureuse dans les faits que j'avance, dans les histoires que je raconte, c'est-à-dire je pense qu'il est assez difficile, si ce n'est impossible, de me prendre en défaut sur cette rigueur documentaire. C'est très important pour moi, d'autant que je traite souvent de sujets sur lesquels il y a des controverses très passionnées, sur lesquels il y a beaucoup de désinformation. Il y en a toujours eu, ça ne date pas d'aujourd'hui. En particulier sur l'histoire de la Palestine, mais pas seulement. Donc voilà, je vais aux sources, je source les archives que je montre, je m'entoure toujours de conseillers de très haut niveau académique, et en même temps je mets mon grain de sel personnel dans tout ça. Voilà, surtout depuis que je fais des films plutôt pour le cinéma, où j'ai retrouvé. Moi, je ne suis pas une ennemie de la télévision. J'ai aimé faire des films pour la télévision. Je trouve même que c'est un honneur parce que la télévision, elle rentre chez les gens vraiment. On touche beaucoup plus de monde avec la télévision qu'avec le cinéma, mais j'ai senti à un moment, j'ai senti que je n'étais plus libre du tout à la télévision, ou alors que la porte s'était fermée devant le genre de travail que je fais, et j'ai retrouvé la liberté au cinéma. C'est beaucoup plus difficile, en particulier au niveau du financement, mais c'est pour le moment au cinéma, à partir du moment où vous êtes produite, vous êtes libre de votre film, peut-être pas à 100%, mais disons à 90%. Ce n'est pas le cas en télévision quand on traite des sujets que je traite. Alors, je vous propose de nous emmener un peu en voyage dans les années 91, quand vous avez donc réalisé ce documentaire. Peut-être que l'histoire se répète. Le film que vous avez vu, que nous avons montré à Montpellier ce week-end, c'est un film que j'ai fait en dehors de tout financement institutionnel, c'est-à-dire aucune télévision n'en a voulu. J'ai un petit peu essayé, puis j'ai très vite compris que ça ne marcherait pas, à la fois pour des questions de fond et de forme. Le fond, parce que c'est un film, c'est une conversation entre l'historien palestinien Elias Sandbar et le critique de cinéma Serge Danet. Et à la télévision, déjà à l'époque, et encore aujourd'hui, la conversation est refusée. Ce que l'on veut, c'est l'affrontement. C'est-à-dire éventuellement, si j'avais proposé une conversation entre Elias Sandbar et un historien ou un intellectuel israélien, on m'aurait dit oui, pourquoi pas.
C'est-à-dire, on veut du pugilat, on veut des points de vue qui s'affrontent et non pas des idées qui se complètent, des expériences qui se complètent, qui aident le spectateur à se retrouver dans la complexité du monde. Et ce n'est pas un spectacle, voilà. C'est autre chose. Donc ça, c'est sur le fond, et puis sur la forme, parce que c'est un film où je laisse les gens parler longuement. Sans les interrompre, et je les laisse dérouler leurs pensées et leurs histoires tout en montrant des images. Enfin bon, bref. Donc il n'a pas été produit. On s'est débrouillé avec les moyens du bord. Ce sont des copains. Il y avait 2 caméras. Chacune a été prêtée par une autre boîte de production. Il n'y a qu'une seule journée de tournage. J'ai monté avec mes copines longtemps. Quand on avait le temps, quand on avait la possibilité d'avoir une salle de montage, et le film est entièrement libre et indépendant. Mais il n'a été diffusé dans aucune télévision. Par contre, encore aujourd'hui, 30 ans après, on continue de me le demander dans des festivals et dans des rencontres, justement, comme celle de Montpellier cette semaine, Et également les écoles de cinéma. Dans les écoles de cinéma, dans plein d'endroits où voilà, où la parole circule et où le cinéma documentaire est considéré comme du cinéma, c'est-à-dire et comme du cinéma d'auteur, c'est-à-dire où il y a quelqu'un derrière la caméra. Et donc, vous nous expliquiez en introduction samedi dernier un peu le contexte où on ne privilégiait pas la parole et que c'était un peu ce que vous proposiez, ce concept de allez-y, juste parler. Oui, parce que 91, c'est le moment de la première guerre du Golfe. Et qui a été un moment très très déchirant et très important pour les gens de ma génération et puis pour tous les gens de cette région, c'est-à-dire c'était voilà une grande coalition d'armées occidentales qui venait punir un pays du Sud d'avoir enfreint la loi internationale, ce que l'Irak avait fait évidemment en envahissant le Koweït, mais si vous voulez le 2 poids 2 mesures était décomplexé, quoi. Voilà, il est parce que des pays qui enfreignent la loi internationale, il y en a beaucoup, et seuls certains sont punis par l'Occident, et punis au point de raser leur capitale et de s'emparer bien sûr de leur pétrole au passage, etc. Voilà, tous les sous-textes de ce genre de guerre. Tout cela a sauté au visage et la désinformation a été totale. Et les gens disaient on peut plus se parler. Voilà, on entendait ça tout le temps. Des Occidentaux dire je peux plus parler, j'arrive plus à parler avec les Arabes que je connais, et des Arabes qui disaient je peux plus parler avec mes amis occidentaux. Enfin voilà, la conversation est rompue. Et Serge Janet avait une expression magnifique. Il disait que la conversation c'est un art franco-arabe. Et qu'il fallait surtout pas perdre cet art-là. Donc en fait l'idée était très simple, c'était de prendre effectivement de manière très schématique un homme du Nord et un homme du Sud, bien que chacun d'entre nous ait des identités beaucoup plus complexes que ce truc binaire, et de les filmer en train de se parler et de se parler d'eux-mêmes en tant que personne, d'individu, et en tant que part de collectivité générationnelle, nationale, etc. Ce qui fait, par exemple, que Serge Janet a beaucoup parlé de 68,
et Elias a parlé du début de la résistance palestinienne dans les années 70 au Liban et en Jordanie. C'est-à-dire, c'est des choses, les événements collectifs qui les ont façonnés, qui ont guidé toute leur vie par la suite. Elias est un collectionneur d'images, c'est-à-dire c'est un historien qui a toujours accordé une part très importante aux images et surtout aux images perdues ou bien aux images qui, soi-disant, n'existent pas. C'est-à-dire, il a un petit peu consacré sa vie à retrouver les images perdues ou occultées ou cachées et ou très rares de l'exode des Palestiniens en 1948, ce que les Palestiniens appellent la Nakba. J'étais très contente quand les organisateurs de la Biennale de Montpellier m'ont demandé d'accompagner, de projeter et d'accompagner Conversation Nord-Sud, parce que en plus je pense que ce film est par bien des aspects très actuels. Il s'y dit des choses qui retentissent très fortement sur le présent. Absolument. Alors, je voulais revenir avec vous sur une époque de votre vie, 66, où vous quittez le Maroc pour Israël jusqu'en 73. J'aurais voulu parler avec vous de cette période, comment elle a été vécue, comment ce départ du Maroc s'est réalisé pour vous à ce jeune âge. J'ai quitté le Maroc avec ma famille, on m'a pas demandé mon avis, j'avais 11 ans. Nous faisions partie d'une vague d'immigration importante qui était déjà l'une des dernières, puisque la majorité de la communauté juive marocaine avait déjà quitté le Maroc dans les années 50 et au début des années 60. Lorsque nous sommes partis, je suis partie avec mes parents et mon frère. Mes sœurs aînées étaient déjà en Israël, donc c'était déjà une sorte de regroupement. C'était un regroupement familial plus qu'une immigration. Dans les grands exodes comme ça, souvent il y a la phase des grands départs et puis après ceux qui partent, ils partent pour rejoindre ceux qui sont partis. Voilà leur décision et c'était notre cas en tout cas. Nous sommes partis pour rejoindre mes sœurs en Israël et donc j'ai vécu en Israël mon adolescence. Voilà, c'est un peu loin là, ce que vous me demandez et j'en suis partie dès que j'ai pu, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans pile. Moi, j'ai très vite senti que je ne voulais pas faire ma vie dans ce pays auquel je suis très attachée. Et puis, c'est une période importante de ma vie, mais mes parents y sont enterrés. J'y ai des neveux, des nièces. Mais à 20 ans, je voulais à la fois voir le monde et je voulais construire ma vie ailleurs. C'était clair. Donc voilà, j'ai pas mal bourlingué et j'ai fini par m'établir à Paris où j'ai fait des études de cinéma et voilà, j'ai construit ma vie ici. Et c'est beaucoup plus tard, plusieurs décennies plus tard, que j'ai commencé à retourner au Maroc. Il y a eu une période où le Maroc était un petit peu absent de mes radars. Il y avait un attachement à l'enfance, mais j'ai commencé à revenir au Maroc et à y travailler, à y faire d'abord un film, puis deux, et puis le dernier, je dirais grosso modo à la fin des années de plomb marocaines. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez des discussions de vos parents quant au choix de quand partir? Oui, mais c'était ça, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ma mère pleurait tous les soirs parce qu'elle voulait retrouver ses filles. Donc nous sommes partis pour cela. Dans notre cas, c'était très clair. Il y avait aucune considération politique ou voilà. Elles sont parties de leur plein gré. Elles ont eu
Une d'entre elles, en moins, en est revenue depuis. Elles ont été endoctrinées, convaincues par des émissaires sionistes qui travaillaient beaucoup dans les lycées marocains auprès des jeunes juifs. Enfin bon, bref. Mais nous, on est partis pour les rejoindre. Et votre intégration dans cette société, arrivée en Israël, l'adaptation, ça a été quelque chose qui vous... Ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Les traumatisant même, que ce soit pour mes parents ou pour moi. Nous avons été, c'est le moins qu'on puisse dire, mal accueillis, les Juifs marocains dans la société israélienne, déconsidérés, souvent humiliés. Il y a eu aussi une baisse dramatique dans les conditions de vie, tout simplement. Au Maroc, nous n'étions pas riches, mais nous vivions convenablement. Moi, j'ai surtout le sentiment, j'avais surtout le sentiment d'une grande déperdition esthétique. Ça paraît un peu dérisoire, mais c'est vrai. Je venais d'une ville très belle, dans laquelle j'avais grandi dans une maison magnifique, pas riche mais ancienne, avec des beaux carreaux au mur, des beaux carreaux au sol, des arbres, un figuier, un oranger dans le jardin. Mon père était bijoutier, il fabriquait des bijoux traditionnels en or, en filigrane, c'est de la broderie de fil d'or. Le Maroc est un pays où, même dans les milieux les plus populaires, et même dans la pauvreté, il y a de la couleur, il y a de la lumière, c'est pas un hasard si tous les grands peintres, tant de grands peintres sont tombés amoureux de ce pays. Et puis partir de là, où tout cela était évident, cette beauté était évidente, pour se retrouver dans un bloc de béton très laid, construit à la va-vite, dans une ville certes magnifique, Jérusalem, mais nous n'habitions pas près des endroits magnifiques de cette ville. Nous étions un peu, vous pouvez comparer ça à une barre de banlieue, voilà. Tout d'un coup, tout est devenu moche. Voilà. Je dirais ça, sans trop m'étendre, parce que ce sont des choses très intimes. Voilà. C'est effectivement avec Avi Schleim qu'on a pu recevoir la semaine dernière pour son livre Free Words, Memoirs of an Arab Jew, où effectivement il a pu nous témoigner un peu de cette discrimination sociale qu'il a ressentie à son arrivée en Israël. Et donc voilà, c'est un peu un parallèle, et je voulais aussi savoir... Ah oui, je confirme. Je confirme. Maintenant, comme je dis toujours, je n'aime pas trop m'appesantir sur les traumatismes que j'ai pu vivre, que j'ai vécu, que ce soit en tant que juive arabe dans la société israélienne, que ce soit en tant que juive marocaine arrachée à son pays, etc. Ce sont des traumatismes réels, ce sont des souffrances réelles, et elles sont collectives, parce que l'exode des juifs arabes, c'est vraiment un très grand exode du XXe siècle, un des plus grands, et qu'il en est très très peu question. Mais parce que je n'aime pas trop m'appesantir dessus, sauf dans mes films, de manière créative et avec une dimension poétique, parce que la souffrance des autres dans toute cette grande histoire, qu'il s'agisse de la souffrance des Juifs ashkénazes qui ont vécu la Shoah, ou de la souffrance des Palestiniens qui ont été chassés de chez eux,
et qui continuent d'être chassés de chez eux et massacrés. Cette douleur-là, elle est qui est réelle, elle proportionnellement, elle apparaît parfois un peu dérisoire par rapport aux souffrances de nos partenaires dans cette grande histoire, de nos partenaires contemporains. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Juifs arabes ont tellement peu parlé de leur traumatisme était qu'ils étaient écrasés par le traumatisme, par l'énormité du traumatisme de leurs coreligionnaires ashkénazes. Et moi, j'ai toujours du mal à parler du traumatisme que j'ai vécu en tant que petite juive marocaine en Israël, de la discrimination sociale et culturelle que j'y ai connue, parce que c'est vrai, c'est réel, mais je ressens qu'il y a une certaine dose d'indécence à en parler pendant que des Palestiniens sont en train de se faire massacrer en masse, par exemple. Voilà. Je n'ai rien connu de tel, moi, dans ma chair. Par contre, dans mon dernier film, Ziyara, je n'ai parlé que de ça, mais j'en ai parlé, je pense, j'espère, pas sur le ton de la pleurnicherie, ni même de la nostalgie. Je pense que dans ce film, on sourit, on pleure, mais ce sont des pleurs tendres, des larmes de tendresse. On sent la nostalgie des Marocains, pour le coup. Voilà. Et je me suis même pas intéressée à ma propre nostalgie, ni à la nostalgie des Juifs, qui est réelle, mais à la nostalgie des Marocains qui regrettent leurs Juifs. Voilà. Ça me paraissait plus intéressant, plus sympathique, et je pense que beaucoup d'entre eux qui ont vu le film m'en sont reconnaissants parce que je leur ai permis d'exprimer quelque chose qui s'exprime rarement dans le monde arabe. Absolument. C'est très touchant, ce monsieur qui relève que, voilà, on a perdu cette culture de l'altérité. Et ça me fait penser à votre conversation Nord-Sud également. Cet échange, cette richesse d'être avec les autres. De manière générale, moi, je suis plutôt une documentariste qui s'intéresse aux autres, c'est-à-dire plutôt qu'il y a beaucoup de documentaristes et certains qui font des films magnifiques, qui creusent leur propre histoire familiale, leur propre histoire personnelle. Moi, j'aime toujours donner la parole aux autres, filmer les autres, mais à ma manière et en m'exprimant mes sentiments vis-à-vis de cet autre-là. Mais c'est lui que j'aime, c'est l'autre que j'aime mettre au centre de mon travail. J'ai toutefois l'impression que cette histoire des Juifs arabes révèle aussi un système d'État d'Israël et donc et de la société au quotidien aujourd'hui pour les gens qui y vivent. Et donc je trouvais que c'était intéressant de parler de ça. Alors peut-être quelqu'un vous questionnera, il fera des documentaires, mais voilà, est-ce qu'il y a des références aujourd'hui de parler justement de cet exode des Arabes? Israël se veut une société occidentale. Et l'Occident la veut comme une société occidentale. Israël, dès le départ, a fait le choix de s'intégrer le moins possible à l'expérience et à la culture moyen-orientale, et même à son histoire. C'est-à-dire le jeune israélien apprend son histoire comme une continuation de l'histoire des Juifs en diaspora, et non pas comme l'histoire du lieu où il vit. Voilà, il y a une sorte d'aveuglement
enfin, je veux dire, quand vous êtes français, vous apprenez l'histoire de la France, du lieu, voilà, qui est venu, qui est parti, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au XIIIe siècle. Il y a eu des inondations, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu une invasion, il y a eu... Non, le jeune Israélien n'apprend pas l'histoire du lieu. En tout cas, il l'apprend avec un trou de 2000 ans. C'est-à-dire comme si cette terre avait vécu, il s'y était passé plein de choses, et puis un jour, à partir du moment, c'est ce qu'on lui apprend, les Juifs en sont partis ou en ont été chassés ou en ont perdu la souveraineté provisoire qu'ils y avaient eu. C'est comme si cette terre s'était endormie pendant 2000 ans à attendre que des Juifs reviennent. Et ça, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est pas ça. Pendant ces 2000 ans, ce lieu a vécu. Donc c'est très difficile. C'est un véritable lavage de cerveau. Voilà, ils se considèrent eux-mêmes. On leur apprend à se considérer eux-mêmes comme des corps étrangers, sauf par la mythologie et par la religion, au lieu où ils vivent. Et ça, c'est très dangereux. Vous savez, on dit toujours que Israël a été fondé par des socialistes, des athées, des laïcs, tout ce que vous voulez. Mais dans ce cas, pourquoi là? Non, c'est ridicule de dire ça. Il y a toujours eu une dimension religieuse dans le sionisme, puisqu'il y a toujours eu le choix du pays auquel les Juifs sont effectivement attachés dans leur tradition religieuse. C'est un État qui, dès le départ, s'est créé comme un État théocratique et suprémaciste. Après, c'est devenu de plus en plus clair. Alors nous, les Juifs arabes dans tout ça, c'est vrai qu'on a toujours eu, comme on dit, les fesses entre deux chaises, quoi, parce que nous, on fait partie de cette région. Voilà. On n'est pas venu d'Occident. Et pour nous, faire partie d'une société occidentale, c'est un exil intérieur aussi. Que moi, personnellement, j'ai refusé. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu envie, même quand je suis venue à 20 ans en France, venir en France, pour moi, ça a été aussi très vite retrouver les Arabes. Voilà. Retrouver l'environnement dans lequel j'avais grandi, certes au sein d'une minorité religieuse, mais c'était ça mon environnement, c'était ça mon origine. Et j'ai retrouvé ça à Paris, qui était une ville arabe. Paris, c'est une ville tellement mélangée que si vous voulez qu'elle soit une ville arabe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vivre qu'avec des Arabes à Paris. C'est vous pouvez ne voir que ça et n'aimer que ça et ne rencontrer que ça. Bon, bien évidemment, je me suis ouvert aussi et avec bonheur à la culture française, et puis j'ai rencontré des gens de toute origine qui font partie de ma vie aussi, mais pour schématiser quand même, c'est à Paris que j'ai retrouvé mon arabité. Mmh. Que j'ai pu la vivre à nouveau, alors que en Israël, même entouré d'Arabes, donc palestiniens, mon statut de juive israélienne, c'est-à-dire membre de la colonie qui leur était imposée, m'interdisait d'avoir des relations d'égalité, de se compléter. La situation interdisait ça. J'avais déjà, même très jeune, quelques amis palestiniens, mais le privilège était toujours là entre nous, et il l'est toujours. C'est-à-dire, quand j'ai fait mon film Mur, aucun Palestinien, aucun de mes amis, de mes collègues cinéastes palestiniens n'aurait pu le faire pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que lui n'aurait pas pu passer tous les checkpoints que moi j'ai passés. J'ai profité
j'ai tenté dans beaucoup de mes films de profiter de ce privilège de faire partie de la tribu des vainqueurs, disons, pour donner la parole aux vaincus. Mais je restais quand même partie du collectif des vainqueurs. Ça, je ne l'ai pas choisi, mais c'est un fait. Dans la rencontre de samedi, vous disiez qu'il y avait ce manque d'espoir qui faisait qu'aujourd'hui vous aviez du mal à reparler de la Palestine dans vos projets professionnels. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet actuel dont vous pourriez... Oui, j'ai parlé nous vivons une période très particulière. Donc oui, j'ai exprimé un sentiment de désespoir, en tout cas de grande détresse, qui est, je pense, partagé par tous ceux qui éprouvent des sentiments humanistes, et pour tous ceux, bien sûr, qui sont attachés à des personnes vivantes avec des noms et des visages. En Palestine et en Israël aussi, j'ai vécu avec et je vis toujours avec une grande détresse ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai des amis qui ont perdu des proches le 7 octobre en Israël. Je suis profondément c'est pour moi une grande douleur de voir que la cause palestinienne qui est juste a été salie par un crime de guerre. C'est un crime de guerre, ce qui s'est produit le 7 octobre, un crime de guerre assez massif. Il s'agit quand même de plusieurs centaines de civils tués de sang-froid, voilà, par des combattants palestiniens qui ont, à mon sens, le droit de se battre pour leur liberté, mais pas comme ça. Les lois de la guerre et de la résistance doivent s'appliquer à eux aussi. Et c'est une tristesse pour moi de voir ce qu'est devenu en leurs mains la cause palestinienne ce jour-là. Ça ne change rien à mes opinions politiques, ça ne change rien à ma connaissance du contexte dont j'ai parlé dès les premiers jours. Je ne supporte pas qu'on dise qu'il faille pas parler du contexte. Enfin, cette horreur là de dire expliquer c'est justifier. Non, expliquer c'est pas justifier. Expliquer c'est expliquer. On a bien besoin d'expliquer. Donc on peut comprendre tout en condamnant. Mais alors après, je veux dire, cette opération de vengeance totale, c'est un massacre. Les premiers jours, je ne voulais pas, je refusais. On m'a demandé de signer des textes qui parlaient de génocide et j'ai refusé parce que je disais, écoutez, si pour le moment c'est pas un génocide, si ça le devient, nous n'aurons plus de mots si nous l'employons déjà. Maintenant, je crois qu'on entre dans la phase génocidaire. On est en train d'entrer dans la phase génocidaire à Gaza. C'est-à-dire, je ne vois pas d'autres mots, comme la plupart des organisations internationales, pour qualifier le fait de couper l'eau potable, l'électricité, le carburant à 2,5 millions de personnes et de les bombarder absolument sans aucun ciblage et de leur dire vous devez partir, parce que c'est ça qu'on leur dit. Et il est fort possible que dans un mois il n'y ait plus de Palestiniens dans la bande de Gaza. Pour le moment, la frontière avec l'Égypte est fermée parce que les Égyptiens ne veulent pas s'embarrasser de 2 millions de réfugiés, mais ils vont peut-être céder. Et dans ce cas, ce sera une deuxième Nakba bien plus importante en nombre que celle de 1948. Parce qu'en 1948, il y a eu environ 800 000 personnes réfugiées palestiniens. Là, nous parlons de plus de 2 millions de personnes. Et l'intention de tuer ou de chasser, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment la valise ou le cercueil.
elle est clairement exprimée par beaucoup des dirigeants israéliens. Ils ont espéré qu'ils partent tous tout de suite. Je pense qu'ils ont été assez étonnés que les Palestiniens s'accrochent à leur maison, à leur terre. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Hein. Ils n'ont rien compris. Encore aujourd'hui, ils ne comprennent rien à l'expérience profonde palestinienne. Enfin, toujours est-il que, je sais pas, bien la moitié d'entre eux ont déjà perdu leur maison, tout ce qu'ils possédaient, que plus de la moitié d'entre eux ont déjà dû se déplacer internellement, c'est-à-dire à l'intérieur de la bande de Gaza vers le sud, ce qui n'empêche pas Israël de les bombarder dans le sud aussi. Et personne ne sait quelle sera la suite. Est-ce qu'ils vont leur dire bon maintenant remontez dans le nord parce qu'on va bombarder le sud, ou ceux qui veulent c'est qu'ils partent. Et à mon avis, c'est pour cela qu'ils ciblent tellement les hôpitaux, les écoles, enfin tous les lieux de vie, c'est-à-dire détruire toutes les infrastructures. C'est pour que les gens n'aient pas d'autre choix que de partir. C'est ce que je pense que c'est ça. Voilà, maintenant, le plan. S'il y en a un, parce que l'essentiel de la motivation, c'est le désir de mort, c'est le désir de tuer, voilà, de tuer, de chasser, de ne plus les voir, de parachever la conquête de 48. Et ça peut très bien continuer en Cisjordanie. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais donc on ne peut que craindre le pire. Moi, je crains le pire. Donc voilà pourquoi je parle de désespoir. On le serait à moins quand on a consacré toute sa vie à essayer de créer des ponts et qu'on les voit tous s'écrouler. C'est-à-dire, je ressens ce qui se passe aussi comme une défaite personnelle. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Marcaz pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles rencontres et découvertes sur Radio Taboulé. D'ici là, restez curieuses et curieux.